avec du recul, devenir présidente aurait été capable de le faire si tu n'avais pas touché à autant de rôles? Ça aurait probablement été difficile au niveau de l'acceptation. Donc, le fait d'avoir touché à tout permet de gagner la crédibilité au fil des ans. Si j'avais pas eu ça, ça aurait été différent. Mélissa Robitaille, tu es présidente de Syscomax, une entreprise familiale québécoise fondée en 1988 et spécialisée dans la conception de projets d'envergure dans l'industrie de la construction. Sous ta co-direction depuis 2016 et maintenant comme PDG depuis 2022, Syscomax a connu une belle croissance passant à 65 employés et consolidant une réputation solide grâce à une approche personnalisée et à une forte culture de qualité de service. L'entreprise se distingue par sa vision de devenir l'un des entrepreneurs généraux de choix, tout en mettant un point d'honneur à maintenir un environnement de travail valorisant et une implication communautaire active. Mélissa, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Et Mélissa, c'est assez impressionnant, fascinant même, je dirais. Tu es rentrée dans l'organisation il y a 25 ans, quasiment de cela maintenant, en 1999. Tu as gravi beaucoup d'échelons. Tu as commencé comme réceptionniste, je pense bien, et on va parler de ça à l'instant, mais juste avant, est-ce que ce serait possible pour toi, en 1 minute, peut-être 2 minutes, de nous expliquer concrètement qu'est-ce que vous faites, comment vous vous différenciez un petit peu des autres joueurs dans votre catégorie chez Syscomax? En fait, on est un entrepreneur général qui fait de la conception-construction, que ce soit en formule forfaitaire ou en formule gérance. On a une équipe qui est formée d'architectes, d'ingénieurs de différentes catégories, des ingénieurs en civil, en mécanique, en structure du bâtiment. Et puis, on accompagne le client du début à la fin dans son projet. Ça peut être aussi dans une période un petit peu plus avancée si le client est plus avancé quand on le rencontre. Mais on est capable de l'épauler pour la préparation de son projet puis la mise en œuvre de celui-ci. Et bon, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, tu es rentré en 1999 comme réceptionniste, si je ne me trompe pas. Est-ce que, les affaires un petit peu, c'était quelque chose qui était beaucoup discuté chez vous? Est-ce que c'était normal que tu intègres l'entreprise? Comment tout ça s'est fait quand tu es rentré en 99? En fait, je suis rentrée comme adjointe à la réception. Puis en 99, même un peu avant, je travaillais pendant quelques semaines. Les milieux des affaires à la maison, c'était pas discuté. Mon père a toujours fait une distinction et ma mère a toujours fait une distinction entre ce qui se passe au travail, ce qui se passe à la maison, c'est autre chose. Donc, je suis rentrée en 99 de façon plus officielle parce que j'étais à l'école à ce moment-là. Et puis, c'était mon travail de fin de semaine et d'été. Et je me suis rendu compte en travaillant que j'aimais beaucoup, je préférais aller travailler que d'étudier dans ce que je faisais. J'avais la chance à l'époque de faire une technique qui était assez représentative de ce qu'allait être mon travail plus tard. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé de façon à temps plein, en fait, en parallèle de mes études, à travailler dans l'entreprise à ce moment-là comme réceptionniste, puis éventuellement en d'autres postes. À quoi ressemblait l'entreprise à ce moment-là? Peut-être une vingtaine d'employés, 25 employés. Un service qui était similaire à ce qu'on offre aujourd'hui, mais avec une équipe plus restreinte. Bon, intéressant. Bon, tu es capable de jumeler le travail avec ton école également. Et là, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, tu as quand même gravi quasiment tous les échelons dans l'organisation. Je regardais le nombre de rôles que tu as fait, c'est assez impressionnant. C'est à quel moment, je pense que c'est 10 postes au final que tu as fait, c'est à quel moment que tu es rentré vraiment à 100% à temps plein dans l'organisation et que tu as commencé à prendre tes marques à l'intérieur de Syscomax? En 2001, en fait, quand dans ma deuxième année au niveau de mon bac, j'avais pris la décision de mon deck, j'avais pris la décision de vouloir continuer dans l'entreprise parce que je préférais ça. Puis, j'en avais discuté avec Sylvain, mon père, à l'époque, de mon choix de carrière et avec, à l'époque, notre contrôleur qui était Yvon Allard. Pour être capable d'avoir la discussion avec lui, c'est-tu quelque chose qui était possible ou pas? Donc, à ce moment-là, on a eu une belle discussion dynamique et colorée pour être capable de voir si on pouvait avoir la suite des choses par la suite. Donc, c'était pas les bienvenus d'arrêter de se consacrer à 100% pour la business. C'était peut-être quelque chose qu'il fallait convaincre un peu les gens chez Syscomax? En fait, Sylvain a besoin d'être dans sa perception, puis ça a toujours été comme ça, puis je respecte ça, puis je trouve ça que c'est une super façon de voir les choses. Pour lui, il voulait absolument pas que je rentre dans l'entreprise pour prendre le poste de quelqu'un d'autre.
Les gens, ils étaient en place, ils étaient compétents, ils faisaient bien leur travail. Fait qu'il n'y avait pas de place à dire, je tasse quelqu'un pour te mettre à leur place. Donc, c'était vraiment dans une optique de si tu veux faire quelque chose dans l'entreprise, il va falloir que tu démontres que tu es la bonne personne pour le faire et non pas qu'on te donne un poste uniquement parce que tu as un nom de famille qui est associé au mien. Ça fait énormément de sens. C'est bon. Adjointe à la réception, secrétaire 99-2001. Je vois par la suite que tu deviens préposé au compte à payer de 2001 à 2025, adjointe au contrôleur de 2005 à 2017, surintendante en 2007. Donc, on dirait littéralement que tu as fait à peu près toutes les catégories dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des départemements en 2024 que tu n'as pas encore touchés? L'estimation, en soi, j'ai pas fait de stage officiel assis dans ce département-là du même titre que j'ai fait des autres postes. J'ai touché un petit peu par la bande du temps où est-ce que j'étais à l'exécution comme surintendant et chargé de projet. Et je suis toujours curieux un petit peu de parler avec les repreneurs, Mélissa, et de savoir s'il y avait des plans qui étaient établis un petit peu sur la reprise de l'organisation. Donc, on voit que tu touches à peu près tout ce que fait l'entreprise. On l'a vu en 2022, tu as repris la présidence complète de l'organisation. À quel point peut-être ça a été discuté avec les gens à l'interne que peut-être un jour tu pourrais reprendre l'organisation? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait au début, plus tard, par hasard? Est-ce que c'était intentionnel? Comment ça s'est mis en place? Ça s'est fait de façon évolutive. À l'époque, quand je suis rentrée puis que j'ai décidé que mon plan de match, c'était de reprendre la place à Sylvain, on s'était accompagné de professionnels externes pour pouvoir nous guider, faire les différents tests de psychométrie, voir c'est quoi les forces, les faiblesses de chacun. Mon frère s'est joint à l'entreprise 2 ans plus tard, donc on a fait la même dynamique avec eux. Puis on a fonctionné avec ces types de consultants-là externes. On en a eu trois types différents qui nous ont amenés à 3 stages différents pour permettre de pouvoir continuer à évoluer dans l'entreprise. Nonobstant du but qu'on voulait atteindre, ça a toujours été clair qu'il fallait avoir la capacité pour le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on revalidait sur une base récurrente à s'assurer qu'on n'en échappe pas une, qu'on pousse pas une relève avec des gens qui n'auraient pas nécessairement la compétence pour faire le beau. Puis avec du recul, devenir présidente, est-ce que tu sens que tu aurais été capable de le faire si tu n'avais pas touché à autant de rôles? Ça aurait probablement été différent. Puis ça aurait probablement été plus difficile au niveau de l'acceptation. Je n'ai pas une scolarité qui est du milieu des affaires. Je ne suis pas ingénieur non plus. Dans le milieu de la construction, c'est souvent les profils qu'on va voir dans la direction. Donc, le fait d'avoir touché à tout permet d'avoir pu gagner la crédibilité au fil des ans sur la compétence que j'ai acquis. Si j'avais pas eu ça, assurément, ça aurait été différent. Ouais. Donc, on est capable de gagner de la légitimité, gagner de la crédibilité au niveau des collègues, au niveau peut-être même des clients, des gens dans l'industrie. Je serais curieux peut-être qu'on soit capable d'analyser un petit peu la croissance de l'organisation. Tu l'as mentionné, en 99, l'organisation était peut-être une vingtaine de personnes. En 2024, maintenant, vous êtes 65 dans l'organisation. Donc, tout de même, une belle croissance. Félicitations. Tu me mentionnais dans des appels préalables à quel point que le service client, la qualité du service offert était quelque chose qu'on ne touche pas chez Syscomac. C'est-à-dire que ça fait partie des valeurs. On veut s'assurer de croître, mais de croître à un bon prix et de ne pas croître à n'importe quel prix, on pourrait dire ça ici. Ceci étant dit, vous avez quand même triplé l'entreprise au minimum, si on regarde en termes du nombre d'employés que vous avez maintenant. Qu'est-ce qui vous a permis d'aller peut-être grandir de cette manière-là à travers le temps? Est-ce que le service était littéralement le vecteur de croissance qui vous amenait plus de clients via le bouche à oreille? Comment vous y êtes pris un peu? On s'y est pris tranquillement. Dans le fait, le gros de notre évolution passe par l'équipe qu'on a. Là, on a la chance d'avoir une équipe qui est variée, qui est des gens qui étaient là il y a 30 ans, qui sont là encore avec nous. Le fait d'avoir formé nos gens, de prendre le temps de bien former sur les gens, sur c'est quoi le produit qu'on offre, quel service qu'on va faire, d'avoir la même vision du service client. C'est pas juste d'offrir un produit de construction, mais c'est un partenariat qu'on veut faire avec nos clients pour être présent dans les différentes phases de leur évolution. Fait que d'avoir pris le temps de monter les équipes en fonction en gardant ça en tête, ça nous a permis de continuer à offrir le service de qualité qu'on offre et qu'on veut continuer à offrir, tout en montant des équipes qui sont capables de nous supporter à travers ça. Parce que c'est une industrie qui se joue beaucoup sur la réputation là, dans l'industrie dans laquelle vous opérez ici. C'est-à-dire qu'on
on peut pas rater nos projets, là. En fait, il y a possibilité de les rater. Ça arrive souvent. Malheureusement, le milieu de la construction n'a pas nécessairement une très belle presse dans ses façons de faire et dans ses façons d'opérer. Ça amène son lot de difficultés, mais pour nous, on a toujours souhaité se démarquer, puis on veut toujours souhaiter de se démarquer comme étant un partenaire d'affaires et non pas comme quelqu'un que tu vas voir une fois qui te fait un projet de construction, puis on verra ce que ça donne à l'après, puis tu passes au suivant par la suite. Ça n'a jamais été notre réflexion à la base. On veut s'assurer de donner du bon produit, puis par la suite, si le produit est bon, aimé, on va être capable d'être référé par d'autres types de clients. Intéressant. Si on continue un petit peu sur ce volet-là, comment dans votre catégorie, on est capable vraiment d'arriver à considérablement se démarquer? Chaque entreprise, souvent, chaque industrie a des manières peut-être d'aller se démarquer, d'aller prendre des parts de marché de manière un peu différente. Vous, de votre côté, comment vous y êtes pris? Parce que j'imagine qu'au final, vous n'êtes pas les seuls dans ce que vous faites. Il y a d'autres joueurs qui sont quand même importants dans votre catégorie. Comment on est capable vraiment de se démarquer pour s'assurer que les gens soient capables de nous reconnaître dans ce qu'on fait au quotidien? Je te dirais, c'est le service qu'on offre. Puis on offre une grande communication. Le milieu de la construction, souvent, on va faire affaire avec différents types de professionnels. Nous, notre rôle, c'est d'assurer tout le monde autour de la table. C'est un projet en soi, donc on veut s'assurer que tout le monde soit partie prenante, que tout le monde soit aligné vers le même objectif. Ce qui inclut autant les clients, les professionnels, que les sous-traitants, que les banquiers. Puis notre façon de faire de communication transparente, ça ne veut pas dire non plus ça va toujours bien, qu'on a tout le temps des belles communications avec tout le monde, mais on s'assure d'être transparent, de régler des choses, de respecter nos engagements. Ça fait qu'au fil du temps, ça nous a permis de créer cette belle dynamique-là avec toutes les sœurs, que ce soit professionnels, clients, sous-traitants, les banquiers. Oui, il y a d'autres entrepreneurs qui l'offrent dans le marché. Est-ce qu'ils l'offrent exactement comme nous? Je pense pas. Nous, on a un ADN très fort de remise en question, de pouvoir rechallenger les choses pour s'assurer que le produit qui va être fourni correspond aux besoins du client à ce moment-ci, puis correspond aussi aux besoins du client qui va évoluer au fil de sa croissance, là. Chose qui est peut-être moins prise en compte avec d'autres types d'entreprises ou d'autres façons de procéder dans les projets. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadienne avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Mais c'est un des points que je trouve totalement fascinant dans ton parcours, c'est le fait que, comme je l'ai mentionné un tout petit peu plus tôt, on a effleuré le sujet, c'est que tu es touché à autant de postes à l'intérieur de l'organisation. Donc, j'en nomme 10 que tu aurais touché de près ou de loin. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter le podcast, qui vont être des
des repreneurs. Donc, j'aimerais peut-être essayer de décortiquer un petit peu ça ensemble. Tu as touché à plusieurs rôles, ultimement, tu es devenue dirigeante. Comment ça fonctionne un petit peu pour toi pour te dire qu'à un certain point, le rôle, je l'ai compris, c'est peut-être temps que j'aille en faire un autre, je suis peut-être prêt à le déléguer. Bien entendu, les promotions que tu as eues à travers les années, c'était peut-être parce qu'il y avait des nouveaux défis dans l'organisation, on avait besoin de quelqu'un de senior comme toi pour aller gérer ces défis-là. Mais comment tu arrives peut-être ou tu es arrivé à travers le temps à faire un rôle, bien le comprendre, le déléguer, passer à un autre? C'est quoi un petit peu ta formule qu'on pourrait partager avec les gens qui nous écoutent? Bien, en fait, je pense que la connaissance en soi, c'est une vertu. Puis plus qu'on en a, mieux on est outillé dans la vie. Fait qu'à chacune l'objectif a toujours été au départ de passer dans chacun des postes pour bien comprendre l'organisation puis bien comprendre la réalité de chacun. Fait que quand je suis arrivée dans, peu importe le poste que c'était, j'ai mis un grand soin, puis je le mets encore aujourd'hui, à être le plus humble possible. Arriver dans un poste, ça veut pas, même si tu as une perception de ce que ça peut être, il y a des gens qui sont autour de toi qui font ce poste-là, qui sont là qui vont être en mesure de pouvoir t'épauler, de te montrer des choses. À partir du moment où est-ce que tu le vis, que tu le fais bien, comme mon objectif final, c'était pas d'arrêter dans un poste, habituellement autour d'un an et demi, 2 ans dans le poste, ça permettait d'avoir vécu assez de choses dans ce poste-là pour permettre de dire, bon, OK, je peux passer à l'étape suivante, je comprends bien ce volet-là, on passe à la suite. C'est toujours comme ça que tu le fais? C'est toujours comme ça que je l'ai fait. Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Parce que souvent, il y a beaucoup de grands dirigeants qui vont continuer à aller être très, très près de leurs opérations, aller voir comment que les départements fonctionnent pour s'assurer qu'on continue à aller dans la bonne direction. Bien entendu, on ne le fera pas comme si c'était notre travail à temps plein, mais on veut quand même aller voir comment que les choses fonctionnent, sachant que le service client est donc important pour vous. Est-ce que tu passes un peu de temps peut-être à aller voir comment les différents départements fonctionnent? Je suis une dirigeante très opérationnelle dans ces choses. Je suis très fière de chacun des départements au quotidien, justement parce que c'est important, je pense, d'être au courant. En fait, c'est important d'être au courant de ce qu'on fait, de comment on le fait, puis de pouvoir être capable de pouvoir discuter avec les équipes, avoir leurs coups, avoir les bons coups, les mauvais coups, d'être capable d'échanger, s'assurer qu'au final, ce qu'on livre, c'est ce qu'on a dit qu'on livrerait. Bon. En 2016, je pense que c'est à ce moment-là que tu prends la coprésidence de l'organisation avec ton frère qui est maintenant président de la branche immobilière de Cisco Max. C'est un point qui est toujours intéressant, la reprise d'une organisation quand on devient littéralement dirigeant. Des fois, on peut venir injecter un nouveau souffle à l'organisation. Des fois, on veut continuer une vision qui était déjà installé, bâti dans un plan stratégique. Comment ça s'est déroulé de votre côté? Comment avez-vous vu la reprise de l'organisation? Est-ce que vous vouliez changer un petit peu où est-ce qu'elle s'en allait? Est-ce que le plan était déjà clair au départ? Comment vous l'avez diagnostiqué, l'entreprise? On n'a jamais voulu changer l'orientation de l'entreprise parce que du temps que ça fait tellement longtemps qu'on était dedans que les enlignements que l'entreprise prenait, on était partie prenante des enlignements de celle-ci. Donc, ça aurait été bizarre de dire on arrive puis on change d'orientation. On la faisait, cette orientation-là, avec l'équipe. Ça a permis, par exemple, de pouvoir amener peut-être une ouverture différente. Sylvain a sa façon de faire, son type de personnalité à lui. Jean-Philippe et moi avons des personnalités qui sont différentes, des façons de voir les choses différentes. Fait que c'est peut-être plus au niveau de l'approche humaine, comment on le fait autant à l'interne qu'à l'externe, plus un petit peu plus de structure, aussi d'organisation qui ont été des changements un petit peu plus grands dans la transition. Intéressant. Et depuis un petit peu que vous avez repris ça en 2016, quels sont tout de même, vous avez quand même gardé une direction qui est claire, mais quels sont tout de même peut-être les changements que tu es le plus fier que tu as été capable de faire? De pouvoir grossir l'équipe en regardant le produit, la distinction de Cisco Max. Ça, c'est le fun parce que des fois, ça aurait pu créer un clash, mais le fait de voir que l'équipe qui était avec nous avant continue puis perdure puis se bonifie, ça, je trouve que on a réussi de faire une belle réalisation avec ça. Si notre équipe n'était pas là, on serait pas là où on est aujourd'hui. Avez-vous intégré des nouveaux départements depuis, des nouvelles lignes d'affaires? Oui, c'est sûr qu'on s'est bonifié depuis 2016. C'est peut-être plus gros aussi les départements qui étaient en place, sans nécessairement en rajouter. Mais c'est sûr qu'en rajoutant des équipes, ça permet de pouvoir couvrir plus de projets ou de potentiel de projets. Intéressant. Peut-être si on avait parlé un peu du
du rôle de la dirigeante? Comme je l'ai mentionné, tu es devenue coprésidente en 2016. Maintenant, tu présides l'organisation seule depuis 2022, je crois bien maintenant. À quel point ton rôle évolue? Dans le sens, ton travail au quotidien, tu mentionnes que tu es une dirigeante opérationnelle, donc tu es proche de tes équipes, tu es proche du service, tu es proche de tous les départements. Si on regardait peut-être un petit peu ton rôle aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire, disons, dans une journée typique? À quoi ressemble la journée d'une dirigeante typique et où est-ce que tu essaies peut-être d'être encore plus intentionnel avec ton temps? La gestion du temps, c'est encore un enjeu, c'est encore un enjeu en soi, mais une journée typique, je vais voir chacun des départements pour au moins leur dire bonjour, voir c'est quoi les enjeux de la journée. Je vais avoir au moins une ou deux rencontres avec avec chacun des départements dans le cours de la semaine. Fait que c'est sûr qu'une journée, j'en ai au moins une ou deux, qu'on puisse voir c'est quoi les projets qu'on a en cours, c'est quoi les projets qui s'en viennent, est-ce qu'on a des enjeux, est-ce qu'on n'a pas d'enjeux. Je vais faire aussi tourner en site. Ça, je m'efforce de le faire le plus souvent que je peux, de pouvoir aller voir les équipes sur le chantier aussi. Les gens au bureau me voient beaucoup plus souvent. Les gens en chantier, c'est moins. Donc, je m'assure d'avoir du temps dans mon horaire au moins pour pouvoir aller les voir une fois par mois pour pouvoir avoir leur feedback aussi. Vous êtes sur combien de chantiers actifs, disons, sur une semaine au complet? Sur combien de projets vous allez travailler environ? Actuellement, on est sur 10 projets qui roulent en même temps à des stades qui sont différents. Il y en a qui sont en début, il y en a qui sont en livraison, il y en a qui sont en milieu de construction. Donc, c'est variable en cours d'année. Ça varie entre 6 et 10 constamment. 6 et 10 continuellement. Et bon, ton travail va être entre les bureaux, entre les différents chantiers pour s'assurer que tout se déroule bien avec les équipes. Je serais curieux d'en savoir peut-être un petit peu plus quand tu as repris la présidence en 2022 seul de l'organisation. Comme j'ai mentionné, ton frère est allé dans la branche immobilier. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que cette branche-là est là depuis très longtemps chez Syscomax? Non, la branche, elle est là depuis très longtemps. Elle est chapeautée aussi par Sylvain. Quand on avait fait la coprésidence, Jean-Philippe et moi, on a des profils qui sont différents, mais qui sont extrêmement complémentaires. Et puis, au fil du temps, en 2016 et 2022, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on avait une plus grande utilité d'utiliser chacun nos forces au bon endroit. Jean-Philippe a un intérêt immense de l'immobilier. Il adore l'immobilier. C'est son dada. Fait que quand on a splitté en 2022 les rôles, c'était un peu pour dire on va positionner les bonnes personnes aux bons endroits pour que Jean-Philippe puisse continuer à faire pousser Syscomax Immobilier au même titre que Syscomax continue son évolution. Là. OK. Donc, bien, le fameux adage en anglais, divide and conquer, c'est la meilleure manière de continuer à croître un petit peu de votre côté chez Syscomax au moment où on se parle. Là. Exact. Et bon, là, en ce moment, tu as les deux mains sur le volant avec l'organisation. Ton frère, de son côté, s'occupe du volet immobilier. Quelle est la suite un petit peu? Qu'est-ce que vous envisagez peut-être pour 2025, pour 2026? Est-ce qu'il y a des nouvelles phases de croissance que vous voulez attaquer? Comment voyez-vous le tout de votre côté? 2025 va quand même être une année qui va être un petit peu plus difficile au niveau de la construction en général. Il y a des projets, il y en a un peu moins qu'il y en avait. La baisse des taux va permettre de pouvoir remettre des projets de l'avant. En somme, ça va être une année pour nous qui va être une année d'investissement où est-ce que Syscomax Immobilier et Syscomax vont travailler de façon conjointe parce qu'on a des projets en immobilier qu'on met de l'avant en 2025 qui vont être très intéressants. 2026 va être la continuité de ces projets-là aussi. On est toujours à l'affût des évolutions de marché actuelles et ce qui est en venir pour être capable de pouvoir réorienter ou d'orienter de façon différente les départages qu'on va prendre sur les besoins futurs que nos clients pourraient avoir. À quel point vous sentez, comme tu le mentionnais, la baisse des taux, est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce que ça a un impact massif pour vous ou c'est simplement un changement qui aide un peu? À quel point on peut le sentir? Ça va aider pour ceux qui étaient en attente de ces taux-là. Est-ce que ça va tout régler? Non. Mais ça va être un outil de plus qui va permettre de pouvoir remettre de l'avant certains projets qui étaient sur stand-by. Les marchés ayant moins de projets, ça a une influence au niveau des prix. Donc, les prix vont devenir un petit peu plus compétitifs qu'ils ont pu l'être dans les dernières années post-COVID. Donc, ça va amener un grain de sel de plus qui va permettre que tous ces points-là accumulés vont permettre de pouvoir faire que les projets vont pouvoir aller de l'avant. Intéressant. Bon, peut-être une petite question personnelle. Comment toi, de ton côté, tu restes un petit peu à l'affût de te former, de rester une bonne dirigeante? Est-ce que
Est-ce que tu es aidé par un coach? Est-ce que tu fais des lectures spécifiques? Est-ce que tu essaies de te former avec certains trainings sur le marché? Comment tu arrives vraiment à garder cette compréhension-là de où est-ce que le marché est, de comment tu es capable de bien suivre et continuer à diriger ton organisation? En fait, il faut être le plus curieux possible puis aller au-delà de notre champ d'activité puis d'être capable de dire tout ce qui se passe dans l'actualité, je le suis, je le regarde. Ça ne veut pas dire que je suis un expert sur tout ce qui se passe, mais juste au moins avoir le feedback. Je fais partie aussi d'une entreprise qui est YPO, où est-ce qu'il regroupe plusieurs différents entrepreneurs à travers le Québec de différents types de grosseurs, de différentes catégories. Il organise plusieurs activités qui sont super intéressantes, les forums sont super bien. Ça permet de pouvoir connecter avec différentes personnes de différentes réalités qui vivent différentes choses, qui permettent après ça de pouvoir dire hey, ça va être intéressant si on peut aller s'informer un petit peu plus sur un sujet qui va être X, là, mais à la base, je reste le plus curieuse possible pour être capable de venir aller chercher le maximum d'informations sur l'entourage et non nécessairement uniquement sur la construction. Bien sûr. Non, YPO, c'est une très, très, très belle organisation. Ça fait longtemps que t'es avec YPO? Oui, oui et non, depuis 2019. Quand même. Ça offre vraiment une belle possibilité de discuter avec des entrepreneurs qui ont les mêmes réalités, les mêmes problématiques, les mêmes challenges que nous au quotidien, là. Tout à fait. Et peut-être à quoi ressemble la routine de la présidente, avant, pendant et après le travail? À quoi que ça ressemble de ton côté? J'ai 2 jeunes enfants. Donc, le matin, on s'occupe des enfants pour aller à l'école. Après, on est au travail. On essaie de ne pas être là trop longtemps pour être capable d'avoir du temps de qualité pour les enfants. Là, mais actuellement, j'ai des rencontres. Je prends une pause sur l'heure du midi où est-ce que j'ai mon entraînement à moi. C'est ma façon d'évacuer le stress de vider ma tête pour être capable de faire un 2 round dans l'après-midi, la tête fraîche. Puis le soir, c'est la routine avec mon chum et les enfants. Puis au besoin, on fait un petit peu de travail en fin de journée avant d'aller se coucher si le besoin est là. Donc, le sport le midi pour s'assurer qu'on soit capable de continuer à fond la caisse pendant l'après-midi. C'est ce que je comprends. Dans mon cas, oui. Dans mon cas, c'est ce qui fonctionne numéro 1. Quand je ne l'ai pas, c'est plus problématique dans l'après-midi. On est quand même capable de fonctionner, là, mais ça a des bénéfices qui font en sorte que je travaille très fort pour pouvoir garder ces plages de temps-là pour moi. Intéressant. Bon. Et si on veut en savoir un petit peu plus pour vous, meilleur endroit pour vous rejoindre, ça serait où? Le gym sur l'heure du midi, on est sûr que je suis là. Sinon, au bureau, je suis assez disponible. C'est assez rare que quelqu'un qui n'est pas capable de soit venir me voir ou de m'appeler. Je suis vraiment pas difficile à rejoindre. Fantastique. Écoute, on mettra un maximum d'informations dans les notes de l'épisode si les gens veulent en savoir un peu plus sur vous, comprendre davantage ce que vous faites au quotidien. Mélissa, merci d'avoir partagé l'évolution, la belle évolution que Syscomax a eue à travers les années. On va suivre ça de près. Et bien pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.